Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, laissez-moi d'abord vous dire mon regret de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Je tiens néanmoins à vous dire depuis un autre point de l'espace-temps que le vôtre, que le choix du lauréat du prix prestigieux qui sera remis ce soir illustre à mes yeux la prise en compte d'une vérité difficilement contestable. Cette vérité, c'est que nous ne pouvons plus nous raconter d'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien que nous devons désormais vraiment prendre au sérieux ce que nous savons depuis longtemps, mais que nous avons longtemps fait semblant de ne pas croire. En effet, lorsqu'un savoir scientifique nous dérange, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que pourtant nous savons. Il nous faut notamment prendre à bras-le-corps la question de l'environnement en ouvrant grand nos oreilles au discours des chercheurs qui tirent le signal d'alarme depuis des décennies. Tous les indicateurs sont au rouge, répète-t-il, et toutes les projections, ajoute-t-il, sont inquiétantes. Que celles-ci concernent le changement climatique d'origine anthropique, la diminution des espaces de vie, la raréfaction des ressources, l'effondrement de la biodiversité, la pollution des eaux, des sols, de l'air, ou encore la déforestation. D'autant que tous ces phénomènes se révèlent interdépendants et s'aggravent par l'effet de boucles de rétroaction positive. La pollution atmosphérique aggrave le changement climatique, qui lui-même accélère la déforestation et réduit la biodiversité, etc. Permettez-moi ici de citer mon ami François Cassangena, qui est un moine bénédictin et qui a su mieux que quiconque résumer la situation. Il écrit « L'homme, se conquérant grisé par l'encens des thuriféraires qui lui prêtaient des attributs de monarque définitif, commence de concevoir que son épopée désinvolte puisse se réduire à un simple épisode dont des sédiments sans âge et sans âme conserveront à peine les fossiles. » Fin de citation. Nous savons désormais, en effet, que nous ne pourrons plus nous abstraire du monde à notre guise. Non, l'humanité n'est pas une bulle à part. Non, elle ne saurait s'émanciper de la nature puisqu'elle en fait partie. Le Covid-19 nous l'a d'ailleurs rappelé avec force. Les grandes pandémies récentes et à venir sont des zoonoses, c'est-à-dire des infections virales brisant la barrière interespèce pour se propager de l'animal à l'homme et dont les bouleversements écologiques induits par l'activité humaine favorisent la diffusion. C'est pourquoi, au lieu de nous réfugier sans cesse derrière une forme de scepticisme systématique, le plus souvent paresseux et démagogique, qui a pour seule vertu de cautionner notre procrastination, nous allons devoir prendre acte qu'en matière de science, tous les discours ne se valent pas. Ce qui implique que nous nous convertissions à ce que j'appellerais une sagesse de bord de précipice, qui soit réellement informée, éclairée et argumentée. En clair, il faut que nous discutions de ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'applaudir la science à tout rompre, ni de régresser dans le scientisme. Même indirectement, la science a une part de responsabilité dans la situation que nous avons créée. Car avec l'émergence de la démarche galiléenne, l'homme a cru pouvoir s'autonomiser par rapport à l'univers qui l'entoure, jusqu'à se considérer Descartes aidant comme un être d'antinature. Non pas au sens où il serait contre la nature, opposé à elle, mais au sens où il participerait d'une essence différente. Il serait métaphysiquement autre. Or, la pandémie de Covid-19, encore elle, nous a montré que la nature conserve un pouvoir sur nous, un pouvoir impossible à contourner. Alors que des technoprophètes annonçaient notre imminente libération des soucis liés à notre corps grâce aux nouvelles technologies, le petit coronavirus est venu cruellement nous rappeler notre socle biologique. Et pendant de longues semaines, au lieu de courir le monde et de nous rendre encore un peu plus comme maîtres et possesseurs de la nature, nous avons dû sagement rester chez nous, ainsi que le faisaient nos ancêtres. Dès lors, quel bilan tirer ? Il est forcément ambivalent, car la science présente un double visage. C'est grâce à la séparation que nous avons installée entre nature et culture que notre science est devenue si efficace et si conquérante. Mais c'est à cause de cette même séparation que la nature, finalement traitée comme si elle était à notre seule disposition, s'est peu à peu abîmée. Sans vergogne, nous la marquons d'une empreinte irréversible, oubliant qu'elle était poreuse, réactive, non infinie et fragile. Toutefois, il ne faudrait pas confondre les enseignements des sciences avec ce qu'ils rendent possible. Il ne faudrait pas liquider l'esprit de la science au motif d'un mauvais usage du monde. Certaines ivresses de notre hubris nous ont certes conduits à nous croire au-dessus de la nature, alors même que nous en sommes partie intégrante.
Mais cela étant posé, est-ce en renonçant aux avancées des sciences ou en relativisant leur vérité que nous réparerons les dégâts que nous avons commis? Est-ce avec la physique d'Aristote que nous stabiliserons le climat? Est-ce avec la médecine d'Avicenne que nous parerons aux attaques des successeurs du coronavirus? Est-ce avec la biologie de Pline l'Ancien que nous préserverons la biodiversité? Plutôt que de délaisser l'idée de rationalité, il semble plus intéressant et plus judicieux de la refonder afin qu'elle ne puisse plus servir d'alibi à toutes sortes de domination ou de saccage. La perma-entreprise me semble être un maillon important de la chaîne des solutions. Prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager équitablement sont ces 3 mots d'ordre. Qui pourrait contester la pertinence de telles ambitions? Je vous remercie pour votre attention.